Bien, bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, je m'appelle Caroline Graille, je suis docteure en ethnologie et chercheuse associée à l'équipe TROCA. Je tenais d'ailleurs à remercier Yann et toute l'équipe pour m'avoir associée à ce colloque et faire part un petit peu d'un des axes de mes recherches sur les questions d'identité, de construction identitaire, particulièrement brûlante ici en Nouvelle-Calédonie. Je vous propose aujourd'hui une communication qui est aussi une rétrospective sur le discours militant en faveur d'une meilleure prise en compte des spécificités du monde mélanésien en Nouvelle-Calédonie. Donc il s'agit de rappeler la manière dont les représentations de l'identité et du peuple kanak se sont construites et progressivement institutionnalisées en environ 50 ans d'histoire de revendication culturelle et d'affirmation politique. C'est un processus identitaire qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, en priorité parce qu'il s'inscrit totalement dans ce contexte régional océanien qui est fait de reconquête culturelle autochtone et de décolonisation politique, la plupart ayant abouti à des indépendances ou à des partages de souveraineté, ou comme on l'évoquait ce matin, à des alternatives, des souverainetés alternatives qui sont à reformuler. Et parallèlement, c'est un processus qui comporte aussi une spécificité qui est liée à l'héritage historique de la Nouvelle-Calédonie, cette colonie française de peuplement, où des populations immigrées, qu'on a qualifiées donc depuis 1983 de victimes de l'histoire, ont été peu à peu associées à un projet politique multiculturel, pluriethnique, qui envisage l'avènement d'une nouvelle nation. Donc la discipline que je représente aujourd'hui, l'anthropologie, questionne le rapport qui est complexe entre culture, tradition, politique, et je m'intéresse en particulier à la notion de peuple kanak au regard du projet de construction d'une future nation. On a d'un côté le projet nationaliste du FLNKS qui s'est édifié sur un sentiment qui est celui d'une appartenance ethnoculturelle associée à certaines valeurs communautaires, coutumières, et incarnées par des symboles identitaires qui sont sans équivoque. Et de l'autre, on a la constitution de Kanaki qui proposait dès 1987 un projet de société pluriethnique et multiculturelle, on dit aujourd'hui une nation arc-en-ciel, qui a élargi d'emblée les contours du peuple kanak à une citoyenneté et à une éventuelle nationalité kanak. C'est une sorte de paradoxe qui est reconvoqué aujourd'hui et qui doit pouvoir nous fournir un éclairage à la fois historique et sociologique sur les résultats du scrutin référendaire du 4 novembre dernier. En effet, vous avez suivi les résultats de ce référendum. Je n'affiche ici que des résultats partiels pour la pertinence de l'image, en fait. Certains commentateurs ont pu parler au soir du 4 novembre d'un vote identitaire et d'autres ont même ranimé le spectre d'une partition de la Nouvelle-Calédonie, tant le rapport entre le oui et le non à l'indépendance nous rappelle à quel point le découpage électoral du pays n'est finalement pas autre chose qu'une géographie ethnique et socioculturelle des territoires. On la voit encore ici, sur ce mois de novembre 2018. Donc, dans ces quelques minutes qui me sont imparties, dans une première partie, je remonterai jusqu'aux origines du discours politique sur l'unité du peuple kanak, depuis le début, finalement, du processus de renaissance et de réaffirmation culturelle des populations mélanésiennes en Nouvelle-Calédonie. En seconde partie, je rappellerai les conditions d'une patrimonialisation et d'une mise en culture, entre guillemets, de l'identité kanak à travers son inscription durable dans le paysage institutionnel. C'est une reconnaissance institutionnelle qui a eu de nombreuses répercussions, y compris et surtout parmi les autres communautés culturelles, identitaires. Enfin, dans une troisième partie, j'évoquerai la diversité des identités sociales, économiques et culturelles au sein du monde kanak d'aujourd'hui, une diversité qui va de pair avec la résilience d'un sentiment identitaire kanak, une kanakitude, si je puis m'exprimer ainsi, qui prend parfois des allures d'assignation identitaire. Et je citerai l'exemple des propositions du Sénat coutumier en faveur d'un socle de valeurs identitaires commun à tous les Mélanésiens et métis kanak de ce pays. Nous verrons en conclusion que la question de l'identité kanak reste confrontée à l'injonction politique de la communauté de destin qui y infléchit depuis 20 ans, donc depuis
l'accord de Nouméa et la loi organique, l'édification de cette société calédonienne, les transformations institutionnelles de ce pays, et avec à la clé la construction d'une identité calédonienne qui paraît aujourd'hui assez difficile, pas improbable mais difficile. Donc nous devrons nous interroger au passage sur la réalité de ce peuple calédonien qui n'existait déjà que sous la périphrase de la communauté de destin et dont on nous dit à présent qu'il n'est plus avant même d'avoir été. Alors pour commencer, le surgissement d'un discours nationaliste kanak s'est inscrit dans ce courant régional de la Pacific Way qui a été évoqué également ce matin, une idéologie souverainiste, culturaliste, allocéanienne qui a émergé dans les années 1970. Cette Pacific Way puise en Nouvelle-Calédonie ses références dans l'histoire de la colonisation. La colonisation, c'était d'abord un déni de citoyenneté pour les populations mélanésiennes qui peuplaient l'archipel de la Nouvelle-Calédonie depuis plus de 3000 ans. Et la politique de l'indigénat a bien distingué et hiérarchisé les citoyens et les indigènes, y compris les volontaires kanaks qui étaient partis combattre en Europe sous le drapeau français. Également l'instauration du statut de droit particulier, ce qu'on appelle aujourd'hui le statut civil coutumier. Tout cela est venu renforcer le clivage entre les ethnies et la conscience finalement largement partagée qu'il existe une spécificité, une irréductibilité culturelle des Mélanésiens. Il y a un discours contestataire qui a été porté à partir de la fin des années 60 par une génération d'intellectuels kanaks comme Eli Poigun, Dewe Gorode, Fod Trolun, Idosh Neslin et bien d'autres. Ce discours a nourri le mouvement anticolonialiste du Réveil kanak, un mouvement qui militait en faveur d'une reconquête de la dignité et de la liberté confisquées par la colonisation. À cette époque, malgré la prise en compte progressive d'une dimension mélanésienne dans la gestion institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, les Kanaks demeuraient relégués au plus bas de l'échelle scolaire et sociale, ce qui faisait dire donc au sociologue Jean-Marie Colère à l'époque qu'on était dans une coloniale démocratie, une société dans laquelle les inégalités socio-économiques coïncidaient avec les divisions ethniques. Pour autant, la dimension identitaire et culturaliste de la lutte anticoloniale ne s'est imposée véritablement qu'après les années 1974-1975, à l'issue du festival Mélanésia 2000. Alors, quelques mots sur ce festival, puisque l'organisation d'un festival d'art mélanésien en Nouvelle-Calédonie, en périphérie de Nouméa, qui était la ville blanche à l'époque, ne fut pas une tâche aisée. Elle a d'ailleurs suscité de nombreuses résistances, voire de véritables hostilités au sein même du monde mélanésien. D'une part parce que le projet était conduit par la direction de la jeunesse et des sports de l'époque, donc financé par l'État. Et Jean-Marie Tjibaou, qui était le chef d'orchestre du projet, avait eu à répondre à des attaques des militants du Réveil kanak, en particulier des Foulards Rouges, qui dénonçait par des publications, par des tracts, la profanation, voire la prostitution de la coutume. C'était encore Neslin qui dénonçait la présence de fonctionnaires métropolitains dans le comité d'organisation du festival, comme si, disait-il, une fois encore, les Kanaks étaient jugés incapables de gérer seuls un projet qui concernait pourtant l'intimité de leurs traditions, de leurs danses, de leurs pratiques culturelles. Et enfin, il y avait ce rassemblement de 9 délégations venues de la Grande Terre et des îles sur un seul et même site, celui de Plageville. Et ce rassemblement n'était pas sans poser quelques problèmes, en particulier celui de la diversité des langues. La seule langue commune à toutes les délégations mélanésiennes était le français, la langue véhiculaire, la langue de l'école et de l'État. Et la rencontre, comme le dit Jean-Marie Tjibaou lui-même, s'est faite finalement à travers la coutume. Vous voyez, ce qui est important, c'est la rencontre elle-même, parce qu'elle est unique. Elle n'a jamais été réalisée dans l'histoire. Il n'y a jamais eu l'occasion ni les moyens de rassembler à travers la coutume, en un temps aussi court, des gens d'horizons aussi divers. C'était ça le grand événement. Les gens sont venus en grande partie pour ça, pour cette grande rencontre. Le succès du festival, il tient autant aux 50 000 spectateurs qui avaient fait le déplacement qu'aux 2000 Kanaks qui se sont retrouvés et pour la plupart qui se sont rencontrés pour la première fois en ce début septembre 1975 à Nouméa. Et de l'aveu même de ceux qui n'en voulaient pas
de ce festival, de ceux qui le décriaient. C'est bien là qu'a eu lieu cette prise de conscience culturelle qui a servi ensuite de tremplin au projet politique indépendantiste. En 1977, Jean-Marie Tjibaou est un jeune challenger politique qui remporte la mairie de Yengen à la tête d'une liste qui appelait les Mélanésiens à relever la tête. Il est interviewé, je vous ai mis l'extrait ici, en 1981 par l'anthropologue Jean Chénaud, sur un ton et en des termes qui font sourire aujourd'hui, 40 ans après, puisque la question qui lui est posée est la suivante: peut-on parler d'un peuple kanak? Et la réponse, c'est une notion née de la lutte contre la colonisation, née de l'adversité. C'est une réaction collective, une réalité qui s'organise. Et de fait, l'affirmation progressive d'une seule voix kanak politique conduira à une mobilisation populaire de plus en plus forte, jusqu'à l'enlisement des rapports de force politiques et l'autoproclamation d'un État kanak indépendant, la Kanaki. Là, la symbolique identitaire devient très clairement l'étendard d'une revendication ethno-nationaliste. Mais on peut encore souligner cet aspect paradoxal de l'ambition politique souverainiste qui était conduite par Jean-Marie Tjibaou à l'époque, puisque la constitution de Kanaki qui était déposée à l'ONU en 1987 indiquait, je cite, « Le peuple kanak constitue une communauté nationale et pluriethnique, libre, unie et souveraine, fondée sur la solidarité de ces divers éléments. » Et je cite également Pierre Declercq, qu'on a réentendu dans la bouche de quelques militants lors de la journée de la citoyenneté le 24 septembre dernier. Le terme kanak ne désigne pas une ethnie, une race. L'objectif d'une société kanak signifie la construction d'un peuple multiracial, solidaire et fraternel. Cela ne veut pas dire que la future société sera entièrement mélanésienne. Le droit à la différence sera respecté, mais nous ferons en sorte que cela n'entraîne pas le rapport de domination d'une ethnie sur l'autre. Ainsi, en 1987, tout au moins, l'identification au peuple kanak restait malgré tout ouverte à des non-kanaks dès lors qu'ils soutenaient le projet d'indépendance politique et se considéraient comme des citoyens du futur État. On en vient à présent à cette période difficile et à la fin des événements qui va marquer un changement de paradigme et un tournant dans la manière dont l'identité kanak sera légitimée à s'exprimer et à gagner une reconnaissance institutionnelle, puisqu'à partir de 1989, la reconnaissance ou la renaissance identitaire kanak se trouve reformulée et prend les traits d'un développement culturel et artistique sans précédent. L'ascension du mouvement nationaliste a été en quelque sorte stoppée net après les épisodes dramatiques des années 80, notamment par la mort brutale de plusieurs figures emblématiques du front indépendantiste. Et la célèbre poignée de main de 88 a constitué ce qu'on a appelé, ce qu'on continue aujourd'hui de regarder comme un pari sur l'intelligence. Les politiques publiques, à la fin des années 80, font en France la part belle à la démocratisation de la culture, donc la culture doit être accessible à tous, et au relativisme culturel, c'est-à-dire il n'y a pas une culture qui vale mieux qu'une autre. En Nouvelle-Calédonie, ces politiques publiques vont ouvrir la voie à un projet extrêmement ambitieux qui va trancher avec la modestie, je le mets entre guillemets, mais c'est pour ne pas dire l'inexistence des équipements culturels publics de l'époque. Le projet d'un centre culturel kanak qui est porté par l'ADCK, l'Agence de développement de la culture kanak, va permettre de réactiver, voire de réinventer des pratiques culturelles et artistiques centrées sur la vitalité, la diversité des expressions identitaires kanak, dont la sculpture, la peinture, les arts vivants, dans une moindre mesure également l'artisanat. Tout cela sera valorisé à travers des résidences d'artistes, des expositions collectives et une politique publique d'acquisition de nombreuses œuvres locales qui va constituer le futur fonds d'art contemporain kanak et océanien, le FACO. L'apogée de ce nouveau paradigme identitaire, qui est celui de la culture représentée, montrée, déclinée en spectacle et en exposition, bien cet apogée intervient le 4 mai 1998 au moment de l'inauguration surmédiatisée du Centre culturel Tjibaou. C'est précisément ce jour-là, devant des centaines de journalistes et de chaînes de radio et de télévision, que la coutume kanak, un peu présentée comme un monolithe dans ce contexte, crève l'écran, s'impose finalement comme la pierre angulaire d'une civilisation
autochtones encore largement méconnus. On a parfois l'impression que l'inauguration du Centre culturel Chibaou a relancé de manière forte et avec une réelle solennité la main qui avait été tendue en 1975 par 2000 Kanaks rassemblés à Plage 1000 pour Mélanésia 2000. Et on voit surtout que la coutume est devenue, depuis les années 2000, un art de vivre, une forme institutionnalisée de respect qui s'invite de plus en plus en dehors du monde kanak, dans toutes les cérémonies d'accueil, de bonjour, d'inauguration, de visite officielle. C'est un peu une garantie préalable que l'espace de rencontre sera celui du dialogue, de l'écoute. C'est aussi une marque de respect à l'égard de la terre sur laquelle on se trouve. On peut dire que l'impact symbolique d'un centre culturel kanak à l'architecture si particulière, alors les détracteurs l'ont traité de cathédrale, d'autres ont dit que c'était une coquille vide, mais en attendant, l'aspect symbolique et l'impact symbolique de ce centre culturel, il réside moins dans les contenus et les programmations qu'il a pu proposer au public, majoritairement nouméen, que dans la contre-mobilisation identitaire qu'il a provoquée chez les non-kanaks. Puisqu'en l'espace de quelques années, des collectifs, des groupes de réflexion, en particulier sur l'identité caldoche, sont sortis de leurs réserves et ont revendiqué à leur tour un droit de cité, une place dans le paysage culturel local. Plus encore qu'un rééquilibrage culturel, on peut dire que le navire amiral de la DCK qui a insufflé à partir de 1998 une incroyable dynamique patrimoniale, culturelle, artistique dans tout le pays, en créant, par la même occasion, un éventail d'opportunités, de perspectives professionnelles dans des secteurs qui étaient peu pourvus à l'époque, qui étaient assez innovants finalement, que ce soit l'inventaire, la conservation du patrimoine, les arts vivants, la programmation culturelle, l'accueil des publics, la gestion des projets culturels ou encore l'enseignement artistique. De cette époque de foisonnement culturel naîtront des figures d'artistes qui sont reconnues, qui sont presque canonisées ici aujourd'hui, si je puis dire. Des artistes qui inspirent désormais les nouvelles générations. Les jeunes générations d'artistes sont souvent nourries d'influences métissées, très diverses, mais toujours elles expriment le souci de donner à leurs performances musicales, littéraires, visuelles, une dimension identitaire qui reste forte, un enracinement dans la terre des ancêtres, et dans une certaine vision kanak du monde qui trouve incontestablement sa place et sa pertinence. Pour autant, les mutations et les transformations de la société kanak sont réelles et bien profondes. Elles subissent et se nourrissent à la fois des influences extérieures, de l'acculturation. Je vous invite à entendre sur ce sujet la communication de Patrice Godin et Jeanne Passa demain, mardi, ou cet après-midi. Cet après-midi, pardon. Cet après-midi, oui. Oui, cet après-midi, ici même. Dans l'émission Terre de mémoire du 6 juin 2017, après la diffusion d'un documentaire qui rendait hommage à l'architecture du centre Chibaou, c'est l'actuel directeur du centre culturel, donc Emmanuel Chibaou, qui rappelait la nécessité d'inventer aujourd'hui de nouvelles références culturelles qui soient en harmonie avec le mode de vie urbain que connaissent désormais la grande majorité des Kanaks nés et élevés dans les quartiers de Nouméa. Ces paroles d'Emmanuel Chibaou font écho au constat que dressait l'anthropologue français Alban Bensa dans les années 90, alors qu'il cherchait à circonscrire l'identité kanak pour mieux l'inscrire très certainement dans les politiques publiques d'action culturelle. Kanak vivant à Nouméa ou dans les centres de l'intérieur, kanak salariés ou non salariés, cadres kanak en activité ou en formation, ayant vécu ou non en France, agriculteurs kanak des tribus les plus isolées, leaders politiques kanak. La société kanak, c'est tout cela à la fois. Quelle unité dans ces diversités. Tout se passe comme si la kanakitude, toujours entre guillemets, s'était de plus en plus fragmentée, dispersée à travers une multitude d'appartenances et d'identités sociales, rurales, tribales, urbaines, générationnelles, religieuses, professionnelles, métissées, genrées, autant de facettes qui peuvent être mobilisées et qui peuvent être aussi parfois congruentes. Donc les représentations et les contours de l'identité kanak ne sont plus aussi nets et aussi établis qu'on a bien voulu nous le faire croire par le passé, raison pour laquelle la plus haute institution coutumière du pays, le Sénat coutumier,
a souhaité rassembler cette somme de multitudes pour revenir à l'essentiel. Et l'idée du Sénat, ça a été de donner une feuille de route sous la forme d'un socle commun des valeurs et des principes fondamentaux de la civilisation kanak. Un travail qui a fait l'objet d'une charte proclamée le 26 avril 2014. Alors cette charte ne possède aucune valeur législative à proprement parler, puisque le Sénat est un organe consultatif, mais on la retrouve néanmoins référencée dans un nombre croissant de décisions prononcées par les juridictions coutumières, donc ces tribunaux où siègent les assesseurs coutumiers et où sont traitées des affaires qui concernent les citoyens de droit coutumier. La charte des valeurs kanak devient ainsi un réservoir symbolique qui est mis au service d'une jurisprudence, et cette jurisprudence participe à l'édification d'un droit contextualisé, un droit calédonien. Pour John Passa et Patrice Gaudin, le fait de consigner une sorte de bréviaire des valeurs communes peut poser question, puisqu'il s'agit en réalité de trouver le plus petit dénominateur identitaire commun et de l'ériger en dogme. Donc la charte des valeurs kanak n'est pas la panacée, elle peut être débattue. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'un certain nombre de critiques, en particulier de la part de ceux qu'elle prétend représenter et qui entendent vivre leur coutume et non pas l'écrire, et encore moins la faire écrire par un groupe de coutumiers dont la légitimité se situe précisément quelque part entre les chemins coutumiers et les publications au journal officiel. Mais à contrario, cet exemple de charte et cet exemple de jurisprudence qui se construit, tout cela démontre qu'un processus endémique, syncrétique, de reformulation, d'élaboration identitaire est bien en cours pour accompagner les transformations socioculturelles dans lesquelles les populations d'origine kanak sont partie prenante. Naturellement, il faut aussi rappeler le contexte idéologique dans lequel intervient ce processus de reformulation identitaire. Depuis 1998, les dispositions prévues par l'accord de Nouméa ont affiché plusieurs injonctions, parfois paradoxales ou tout au moins difficiles à concilier, comme celle de placer l'identité kanak au centre du dispositif, tout en reconnaissant la place des autres communautés culturelles et en recherchant aussi des symboles identitaires de la communauté de destin. Parmi les lieux et les moments qui sont chargés en intensité symbolique, on pourrait encore citer l'initiative du Mwaka à l'intérieur de la ville et la date du 24 septembre. C'était une commémoration qui s'était engagée et qui engageait aussi une mobilisation populaire et pluriethnique autour d'un projet sur la citoyenneté et le partage de souveraineté, mais qui a rapidement été boudé ou détourné. Et en 2012, la destruction des cases autour du Mwaka a définitivement transformé ce lieu en blessure identitaire et en manifeste identitaire en faveur de l'indépendance. Le drapeau kanaki est d'ailleurs le seul qu'on voit flotter près du Mwaka depuis quelques années. Donc on voit combien la symbolique de la citoyenneté a du mal encore à s'inscrire dans un espace public partagé. En termes de gestes symboliques, il y aurait sûrement beaucoup à dire sur la portée qu'aurait pu revêtir la restitution au mois de mai dernier par le président Emmanuel Macron de l'acte de prise de possession de la Nouvelle-Calédonie, daté du 24 septembre 1853. Que se serait-il passé si cette restitution avait été faite au clan de Balade ou aux coutumiers de l'Erdjoubéa-Kapoumé et non pas au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que la main kanak tendue en 1975 y aurait vu le signe de la reconnaissance attendue depuis si longtemps? On voit bien que la manipulation des symboles n'est pas aisée, que chaque héros de l'histoire calédonienne, chaque relique qui fait son retour au pays et son entrée dans le patrimoine, chaque commémoration en lien avec un deuil qui reste une meurtrissure dans la conscience collective, tout cela a tendance à demeurer des chasses gardées identitaires, toujours vivaces et pour lesquelles le repli sur soi ou l'affrontement restent des options envisageables, possibles malheureusement. Parmi les communications qui sont attendues durant ce colloque, celles de Frédéric Daver et de Louis Lagarde questionneront précisément les difficultés, les écueils épistémologiques qui peuvent accompagner la mise en patrimoine de cette mosaïque culturelle calédonienne. Enfin, pour terminer, à propos du référendum
du 4 novembre dernier, il est d'abord un arrêt sur image. C'est celui d'un pays coupé en deux, je le disais au début de mon intervention, et il vient sérieusement ébranler le principe constitutionnel de la communauté de destin et l'espoir de voir se construire une identité calédonienne. La victoire symbolique qui saute aux yeux depuis le 4 novembre au soir, c'est celle d'un projet d'indépendance qui a revêtu les couleurs de Kanaki, donc un paradigme identitaire et politique qui vient de se réaffirmer à la face de tous dans toutes ses ambiguïtés. La kanakitude, encore entre guillemets, comme dimension culturelle, celle dont Jean-Marie Tjibaou disait qu'elle donne sa saveur au terroir calédonien, elle ne s'arrête pas aux portes du centre culturel, du musée, du tribunal, ni même dans les classes d'initiation aux langues et à la culture kanak. Et ce référendum qui est riche en symboles, à l'instar de cette peinture que je vous ai mise ici pour l'illustrer, ce référendum pose en tous les cas les bases d'une renégociation du destin commun et la question des passerelles qui restent encore à construire entre l'identité kanak et les autres composantes d'une société calédonienne pour le moins inachevée. J'emprunte le terme à un de mes voisins et je vous laisse sur ces mots. Je vous remercie de votre attention et je m'efface pour laisser la parole à monsieur Patrice Godin.